Togolaises, Togolais, Africaines, Africains, vous, nos amis en Europe, en Asie, aux États-Unis, nos amis en Amérique en général et dans les îles des grands océans, nous sommes tous témoins cette semaine d'une visite officielle qui attire l'attention de tous les observateurs politiques avertis. Visite d'une délégation du gouvernement togolais, à la tête de laquelle le président du conseil du gouvernement togolais, en réalité le chef donc de l'État togolais, est Faure Gnassingbé. Cette visite se déroule en Fédération de Russie et de très larges comptes rendus de cette visite nous ont été donnés sur les pages officielles du gouvernement togolais et dans les réseaux sociaux. Si je pouvais résumer le contenu de cette visite et ce qui semble avoir été acquis dans le cadre de cette visite, c'est que le président togolais Faure Gnassingbé et le président russe Vladimir Poutine s'engagent à renforcer les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs par l'ouverture d'une ambassade spécifique de la Russie en République du Togo et bien sûr d'une ambassade spécifique de la République du Togo en Russie. D'abord donc, renforcement des relations diplomatiques. Le deuxième élément qui émerge de cette visite officielle, c'est le renforcement des relations sécuritaires entre les deux pays, sur la base d'un accord de partenariat de défense. Le Togo et la Russie s'engagent à s'assister mutuellement sur le terrain de la défense, ce qui suppose l'arrivée imminente, en Russie, d'experts militaires togolais pour travailler avec leurs collègues russes, ce qui suppose l'arrivée imminente au Togo d'experts militaires russes pour travailler avec leurs homologues togolais. Il y a un troisième élément qui a attiré notre attention en observant les conclusions et les déclarations autour de cette visite officielle, c'est l'élément géopolitique et géostratégique. Le président togolais Faure Gnassingbé a clairement affiché son alignement sur le combat contre le terrorisme mené par les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il est même allé jusqu'à remercier et féliciter le président Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son rôle de partenaire de poids des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui combattent le terrorisme qui a été déversé sur l'Afrique à travers le saccage de la Libye par les forces de l'OTAN. Les mots utilisés par le président togolais sont extrêmement lourds. Et voilà pourquoi, avant de le commenter davantage, je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit. Non seulement il s'aligne sur la question de la lutte antiterroriste, sur la même position que l'AES. Il félicite l'AES et considère que l'AES est la digue. C'est grâce à l'AES que l'Afrique de l'Ouest n'est pas entièrement écrasée et envahie par les terroristes. L'AES est la forteresse et la muraille qui protège l'Afrique de l'Ouest. Il va plus loin et dit que l'AES a réussi parce que la Fédération de Russie l'accepte. Et la soutient, pardon. Et il va encore plus loin et il dit qu'il remercie le président Poutine en soutenant l'AES d'avoir ainsi contribué à la défense de l'Afrique de l'Ouest. Et le président togolais pousse le bouchon jusqu'à dire qu'il parle au nom de toute la région ouest africaine et qu'il remercie le président de la Fédération de Russie pour le rôle qu'il a joué aux côtés de l'AES afin de sauver, de protéger, de défendre la région ouest africaine contre les mercenaires du terrorisme. Tel que je le présente, vous pourriez penser que je suis en train d'inventer ces propos. Voilà pourquoi je souhaite que le président togolais parle lui-même et qu'on entende ce qu'il dit de sa propre bouche. Voici les paroles fortes qu'il prononce au Kremlin, devant la presse, lors de la conférence de presse mutuelle entre lui et le président russe.
Donnons la parole à M. Faure Gnassingbé. Nous venons d'une région, Monsieur le Président. Voilà, hop. Ça prend moins d'une minute. Écoutons-le. Nous venons d'une région, Monsieur le Président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance de tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi vous concerne. Parce que si la digue de ces trois pays cède, c'est vous même qui seront affectés. Donc ce que vous faites pour ces trois pays, vous le faites également toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci et vous témoigner votre gratitude. On dit que l'État, c'est nous. Vous avez entendu les propos de Faure Gnassingbé? Premièrement, l'Afrique est attaquée par le terrorisme. Je vous rappelle qu'il n'a pas dit le djihadisme. Les France-Africains classiques sont connus par le fait qu'ils utilisent le mot djihadiste. Parce qu'ils valident le narratif de l'OTAN, le narratif du néocolonialisme français à propos de l'origine de la déstabilisation du continent. Les néocolonialistes utilisent constamment le mot djihadiste pour désigner les terroristes. Parce que par ce mot, on donne l'impression que l'Afrique est victime d'une guerre de religion. Faure Gnassingbé n'utilise pas le référentiel numéro 1 du narratif otanien, néocolonialiste français et France-africain sur la lutte antiterroriste. Il n'appelle pas les terroristes djihadistes. Parce qu'il sait que ce ne sont pas des agents d'une expansion de type religieux. Il sait qu'il s'agit ni plus ni moins que de terroristes mercenaires de l'OTAN qui ont saccagé la Libye en bonne intelligence avec les forces de l'OTAN dirigées par les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron. Ces terroristes mercenaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont été armés au Moyen-Orient, armés en Libye et ont été chargés d'envahir toute la bande sahélienne. On ne peut pas les appeler djihadistes. On doit les appeler terro-impérialistes, au minimum terroristes. Deuxième élément important de l'intervention que vous avez écouté, que je vais vous faire réécouter. Faure Gnassingbé dit que le partenariat entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans le cadre de l'AES, est ce grâce à quoi l'Afrique de l'Ouest a été protégée. Sans l'alliance des États du Sahel, l'Afrique de l'Ouest toute entière serait envahie par les organisations terroristes. Il utilise une expression géostratégique et géotactique particulière pour désigner l'AES. Il dit que l'AES est la digue de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Une digue est une tranchée qui est constituée pour empêcher des flots d'un cours d'eau indésirable de déborder et d'envahir une région à protéger. Une digue, c'est une forteresse construite pour empêcher des forces d'invasion, des forces de destruction, eh bien, de prendre le pas. L'AES, nous dit en quelque sorte Faure Gnassingbé, est le bouclier de l'Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle qu'à aucun moment, il ne cite le nom d'une organisation moribonde, lâche, néocolonisée, criminelle, indigne, abjecte, une organisation vomissure qui s'appelle la CEDEAO. Le mot CEDEAO ne sort pas une seule fois de la bouche de Faure Gnassingbé, alors que celui-ci et son pays, le Togo, sont membres de la CEDEAO. Faure Gnassingbé se comporte littéralement à Moscou devant Poutine comme s'il était un État membre de l'AES. Car sur le plan de la terminologie, il aligne tous ces termes sur ceux d'Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et d'Abdourahmane Tchani. Et il va plus loin. Maintenant, il remercie la Fédération de Russie pour l'aide qui a été apportée à la digue, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il dit pour l'aide qui est apportée au Sahel, tout le Sahel. Et là, c'est un désaveu direct qui est affirmé contre les néocolonialistes français et leurs forces Barkhane. C'est un désaveu direct contre la force européenne, Eurocap, EUCAP Sahel, etc. C'est un désaveu direct contre toutes les forces de l'ONU, telles la MINUSMA qui ont perdu plus de 10 années au Mali. C'est un désaveu direct de l'OTAN
que de féliciter la puissance qui est considérée par les néocolonialistes français comme leur ennemi, qui est considérée par l'OTAN comme son ennemi, et contre laquelle l'OTAN se bat à travers son proxy, l'Ukraine. C'est un désaveu total de l'alliance militaro-politique occidentale que les propos du président Faure Gnassingbé constituent. Donc maintenant, réécoutez à nouveau, parce que c'est toujours bien d'écouter au moins 3 fois. Le rappel sauve l'âme. Réécoutez à nouveau ce qu'il a dit. Les propos qu'il a tenus sont d'une gravité extrême. Gravité extrême. Venant d'une région, c'est le président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance de tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi nous concerne. Parce que si la digue de ces 3 pays cède, c'est nous même qui serons affectés. Donc ce que vous faites pour ces 3 pays, vous le faites également toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci de vous témoigner votre gratitude. On dit que l'État, c'est nous. Donc, en l'écoutant bien, j'entends à la dernière phrase également pour la CEDEAO. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé dit que Vladimir Poutine protège la CEDEAO. Que si la CEDEAO est encore vivante, si les pays de la CEDEAO ne sont pas envahis par les terroristes, c'est grâce à Poutine. C'est un désaveu complet de la doctrine classique de la CEDEAO, selon laquelle c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne, c'est la France, ce sont les États-Unis, etc., qui garantissent la lutte antiterroriste sur le continent. Donc, vous avez bien écouté. Maintenant, on va analyser sur un autre plan les propos du président togolais. La première question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas vers Moscou? Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas comprendre le risque qu'il prend. La deuxième question à laquelle nous répondrons maintenant, c'est maintenant qu'il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sans plus tarder, répondons à la première question. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas décisif vers la Russie? Il y a plusieurs raisons. Je commence par les raisons internes. Il fait ce pas décisif vers la Russie parce qu'il a observé que les opinions populaires africaines, y compris l'opinion populaire togolaise, sont remontées contre le néocolonialisme français, contre le colonialisme français et contre tout le système mafieux de la France-Afrique. L'opinion est favorable aux alliances géopolitiques et géostratégiques avec la Russie. Ça, c'est un phénomène de l'opinion africaine en général. C'est la première raison. Il le fait pour se rapprocher d'une des lames profondes de l'opinion africaine et de l'opinion togolaise elle-même. Ça, c'est la première raison. Notez bien les raisons. Il fait cela pour s'aligner sur l'opinion. Parce qu'il est au courant que le peuple togolais se sent proche du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien, en raison de la lutte anticolonialiste que ces peuples, unis à leurs armées et à leurs dirigeants, sont en train de mener. Donc, c'est qu'à partir d'une analyse de l'opinion que Faure Gnassingbé s'est rendu compte qu'il y a une piste là pour se rapprocher de son propre peuple. Bon. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il le fait parce que l'armée togolaise a été sévèrement attaquée plusieurs fois ces dernières années par ces terroristes dont Faure Gnassingbé sait, grâce à son renseignement, et il sait, grâce à son expérience, que ces terroristes sont des mercenaires de l'OTAN et du néocolonialisme français. L'armée togolaise a été sévèrement saignée par ces terroristes plusieurs fois. Et donc Faure Gnassingbé le fait parce qu'il ne veut pas que l'armée togolaise se retourne contre lui. Puisque cette armée pourrait l'accuser
de non-assistance à armées en danger, en continuant à coopérer étroitement avec des puissances qui sont derrière les terroristes, il se mettrait à dos son armée, exactement comme l'a fait Mohamed Bazoum, qui n'a pas voulu écouter l'armée nigérienne. Quand l'armée nigérienne lui disait « Ne faisons pas ami-ami avec les terroristes. Ne caressons pas les terroristes. C'est le néocolonialisme français qui est derrière. C'est l'impérialisme occidental qui est derrière. Président Bazoum, vous le savez. Si nous continuons à caresser les terroristes, ils vont massacrer toute notre armée, toute notre nation, et nous allons être perdants. » Bazoum n'a pas écouté, son armée l'a déposé. Donc, le président Faure Gnassingbé sait très bien qu'il ne peut pas laisser les militaires togolais continuer à essuyer des tragédies sans qu'à un moment donné, ces militaires ne soient tentés de se retourner contre lui. Donc, le pas vers la Russie est une manière aussi de souder sa relation à son armée et de leur dire « Je suis solidaire de mes soldats qui ont été tués par les terroristes et je ne vais pas continuer à faire preuve de négligence et de laxisme envers les puissances qui financent, qui arment, qui renseignent les terroristes qui ont tué mes soldats. » Est-ce que vous notez les raisons? Nous sommes en analyse géopolitique. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il cela? Deuxième raison, pour ne pas retourner son armée contre lui. Parce que si les terroristes continuent les massacres de militaires togolais qu'ils ont commencés, l'armée togolaise va demander des comptes à son propre chef, en disant « c'est la politique antiterroriste que nous menons qui expose nos troupes. » Donc, si vous ne prenez pas des mesures fortes, ça veut dire que vous êtes contre nous. Mais il y a une troisième raison pour laquelle il le fait. La troisième raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il a observé à travers le continent le salaire qui a été versé à tous les dirigeants africains qui ont servi aveuglément le néocolonialisme français. Il a bien vu comment on a traité Kadhafi. Il a bien vu l'impuissance du néocolonialisme français à sauver Bazoum. Il a bien vu comment on a traité Alpha Condé. Il se souvient de comment on a traité Mobutu. Et donc il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Il a vu comment on a traité Blaise Compaoré. Il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Et qu'à tout moment, celui-ci peut te faire faux bond. Donc la troisième raison, c'est qu'il en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Troisième raison, Faure Gnassingbé en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Il a perdu toute confiance en ce partenariat, notamment aussi parce qu'on s'est mis à utiliser les affaires de biens mal acquis pour le harceler, comme on le fait pour tous les autres héritiers de la France-Afrique, dans le but de les dépouiller des biens qu'ils possèdent ici et qui ont été obtenus grâce justement au fonds de leurs États respectifs. Souvenez-vous de l'affaire Bongo, des biens de Bongo, les biens de Félix Houphouët-Boigny, les biens de Mobutu, les biens de Bokassa, eh bien, tous les chefs d'État issus du processus colonial, néocolonialiste français, et qui ont accumulé des biens ici, en France, sont en train d'être dépouillés. On a même dépouillé les Équato-Guinéens. Je dis bien dépouillés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont acheté et qu'ils ont placé ici, tous les comptes bancaires juteux qu'ils ont pu ouvrir et qu'ils ont placés ici, les gens leur ont mis la main dessus. Et au lieu de rendre cet argent, et c'est la situation même des biens du Tchad, des dirigeants tchadiens, au lieu de rendre cet argent au pays en question, mais le Trésor français verse ça tranquillement dans ses caisses. Par les temps qui courent à Paris, c'est la dèche. Ils sont en train de racler les biens des dirigeants africains qui ont commis l'imprudence de miser, de garder des billes chez eux. Donc, la relation de confiance qui était le nœud de la France-Afrique, de la génération du président Eyadema, de Mobutu, de Houphouët-Boigny, d'Amadou Ahidjo, toute cette génération-là qui fermait les yeux sur ce que la France pouvait faire dans le continent, cette génération a disparu. Désormais, tous les dirigeants africains, y compris donc surtout ceux qui sont encore au pouvoir,
se méfient. Ils se méfient, comme de l'huile sur le feu, du néocolonialisme français. En raison de l'ingratitude des dirigeants de la Ve République, qui ont été d'un tel cynisme envers leurs meilleurs serviteurs sur le continent africain que plus personne n'a confiance en eux. Donc, rupture de confiance, rupture profonde de confiance avec la France. Ça, c'est la troisième raison. C'est pour cela que Faure Gnassingbé le fait. Il y a une quatrième raison. La quatrième raison, c'est la forte fraternité. Et vous devez constater que c'est cela. La forte fraternité qui lie le président togolais au chef d'État de l'AES. Cette fraternité est née du fait que lorsque la CEDEAO voulait couper la tête au Mali, couper la tête au Burkina, couper la tête au Niger, à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui s'est tenu debout et qui a dit non, le dirigeant qui a refusé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Guinée l'a également fait, jusqu'à un certain point. La Guinée de Mamadi Doumbouya, soyons honnêtes, a aussi refusé de participer à l'embargo contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui a été l'obstacle majeur pour que la CEDEAO écrase l'AES en rond, qu'elle écrase le Mali, le Burkina Faso, c'est Faure Gnassingbé. Donc, sur le plan de la vision géopolitique et géostratégique, ces positions sont pratiquement à 80% concernant la situation du sous-continent ouest-africain, les mêmes que les positions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Lomé est devenu un port stratégique pour le Niger, pour le Burkina Faso et pour le Mali. Pour compenser la fermeture de la frontière bénino-nigérienne, c'est le Togo, c'est le port de Lomé qui a récupéré le jackpot. Et une partie même du fret qui peut remonter maintenant vers le Mali passe aussi prioritairement par le port de Lomé. Donc, il y a des intérêts géostratégiques, géotactiques, géoéconomiques extrêmement puissants entre les trois gouvernements. Voilà les raisons qui poussent en réalité Faure Gnassingbé à se rapprocher de cette façon de Poutine. Mais il faut regarder du côté de Poutine. Pourquoi Poutine fait-il cela? Pourquoi Poutine fait-il cela? J'ai donné 4 raisons du côté de Faure Gnassingbé et je vais donner 4 raisons du côté de Poutine et de la Fédération de Russie. Parce qu'il faut que vous sachiez quelles sont les intentions des Russes en Afrique. Pourquoi les Russes sont-ils si engagés en Afrique? La raison est très claire. La Russie est très engagée en Afrique parce qu'elle a conscience que l'Afrique est le continent pivot de l'équilibre géopolitique et géostratégique de la planète en raison de son abondance de richesses en matières premières stratégiques et en terres rares. Je recommence. La Russie a procédé à une analyse scientifique de la situation géopolitique et géoéconomique mondiale. L'Afrique est, volontairement ou pas, elle est de facto, en raison de son immense richesse minière, naturelle, de son potentiel économique énorme, l'Afrique est le point de bascule de l'équilibre du rapport de force eurasiatique. Et cela ne date pas du XXIe siècle. C'était déjà le cas à partir au moins du XIXe siècle. Le partage colonial de l'Afrique a déterminé le rapport de force entre les puissances eurasiatiques. Vous savez très bien que ce sont les troupes coloniales africaines mobilisées par la France qui lui ont permis de se libérer dans le conflit eurasiatique. Vous savez très bien que au XXe siècle, et Dr Susan Williams a écrit un magnifique livre là-dessus, sur la naissance de la bombe atomique américaine. Vous savez que la bombe atomique américaine est originaire du sous-sol congolais. Tout au long du XXe siècle, les services secrets américains et soviétiques se sont affrontés en Afrique. Et ils continuent à s'affronter pour le contrôle des matières premières stratégiques qui leur permettent de fabriquer des armes stratégiques lourdes. Il y a toute une littérature à lire sur la bataille de l'uranium. Et je vous rappelle souvent une lettre écrite par Albert Einstein
Elle a été écrite au mois d'août 1939. Août 1939, c'est une lettre écrite par Albert Einstein au président américain d'alors, qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Einstein, physicien, juif allemand, émigré aux États-Unis et travaillant sur le programme de l'arme nucléaire, comme application d'ailleurs de ses recherches en physique quantique et dans la théorie de la relativité, Einstein dit ceci à Roosevelt, je résume, « Nous devons tout faire pour contrôler la République démocratique du Congo parce qu'elle a un réservoir minier d'une telle importance. Elle possède des réserves en uranium qui sont d'une telle importance qu'il ne faut pas que ces réserves se retrouvent entre les mains des ennemis des États-Unis. Nous devons donc veiller à avoir un contrôle sur la République démocratique du Congo afin de nous assurer de l'uranium congolais et de ces autres matières stratégiques qui sont utiles à notre industrie militaire. » Et Einstein d'ajouter, nous avons découvert une manière d'utiliser l'uranium pour être capable de produire des masses d'énergie considérables qui peuvent autant servir pour le nucléaire civil que pour le nucléaire militaire. Einstein, Szilard, Fermi, des physiciens au service des États-Unis, souvent d'origine allemande, polonaise, etc., sont les artisans de la première bombe atomique. Et ce sont eux qui ont trouvé la formule qui a permis de bâtir les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki avec l'uranium qui avait été récupéré dans le sous-sol congolais. Pourquoi je vous fais cette longue digression? Pour vous expliquer que Vladimir Poutine et les dirigeants de la Fédération de Russie savent que l'Afrique est immensément riche. Ils ont donc pris le choix suivant. Collaborer, coopérer le plus étroitement avec le plus grand nombre de pays africains pour que les richesses immenses de l'Afrique ne profitent pas à l'Occident qui veut écraser la Russie. Seulement, dans cet objectif, Poutine et ses camarades ont compris qu'il faut faire différemment des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Au lieu de vouloir imposer aux Africains leur style de gouvernement, au lieu de vouloir imposer aux Africains une monnaie coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains une langue coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains des valeurs sociétales qu'ils ont récusées, la Fédération de Russie a choisi de s'appuyer sur la camaraderie de lutte anticolonialiste, anti-impérialiste entre les soviétiques et les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle. Ils ont choisi de s'appuyer sur ce que j'appelle l'histoire sainte des relations russo-africaines. C'est sur là qu'ils s'appuient pour dire aux Africains, nous ne ferons pas à l'Afrique ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, les puissances négrières du Moyen-Orient lui ont fait. Nous nous présentons comme des partenaires qui sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin, à condition que vous nous donniez aussi ce dont nous avons besoin. Ce qui s'appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc il faut qu'il soit clair pour tout le monde que la Russie n'est pas en coopération étroite avec l'Afrique pour les beaux yeux des Africains. Elle est en coopération étroite avec l'Afrique parce que cela lui permet d'empêcher ses ennemis d'accumuler une puissance supérieure à elle dans le grand bloc continental eurasiatique. L'Afrique est renforcée dans son effort de souveraineté par la Russie parce que la Russie ne veut pas que l'Occident continue de spolier l'Afrique. Elle veut pouvoir avoir un allié de plus. La Russie veut faire de l'Afrique un allié fort dans le nouveau monde multipolaire qui est en construction avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud, avec le Venezuela, avec le Brésil. Bref, l'ensemble des puissances qui refusent de se soumettre à la continuation de l'hégémonisme occidental. Donc, Vladimir Poutine, de ce point de vue, pratique une politique très réaliste sur le continent africain. Tout gouvernement africain qui veut coopérer avec la Russie coopère avec lui. C'est ce que j'ai observé. Poutine ne regarde pas, lui et ses compagnons ne regardent pas des histoires
liées à la politique interne du pays. Que le pays soit une démocratie ou qu'il soit une autocratie, dès lors qu'il s'entend avec la Russie pour coopérer dans un domaine particulier, la Russie comme la Chine coopèrent. Et cela doit débarrasser les opposants aux régimes autocratiques africains, que beaucoup d'entre nous sommes. Cela doit nous débarrasser d'une naïveté, d'une illusion. Certains qui ne comprennent pas le jeu des relations internationales, certains qui ne comprennent pas le jujutsu politique internationale, auraient souhaité que la Russie s'alignât sur toutes les revendications des mouvements d'opposition aux régimes autocratiques issus du néocolonialisme français. Or, ce n'est pas la ligne de la Russie. Je pense que de tous les analystes politiques qu'on a sur la toile, je fais partie des rares à connaître maintenant la Fédération de Russie et à avoir eu l'occasion d'échanger avec les décideurs de cette fédération pour comprendre leur manière de comprendre. Il ne faut pas que les Africains se mettent à penser que les changements politiques que nous devons opérer dans nos pays, nous devons les opérer en espérant que la Russie coopère à ce que nous les réussissions. Pour le dire très simplement, la Russie n'aide personne à faire un coup d'État en Afrique. Mais si vous réussissez à faire un coup d'État et à prendre le pouvoir, que la Russie se rende compte que vous exercez réellement le pouvoir, la Russie est prête à coopérer avec vous. La Russie n'aide personne à prendre le pouvoir en Afrique. Si vous êtes au pouvoir et que vous décidez de coopérer avec la Russie, et que cela correspond aux intérêts de la Russie coopère avec vous. Voilà comment elle coopère avec le gouvernement de Biya au Cameroun, le gouvernement de Obiangema en Guinée équatoriale. Voilà comment elle coopère avec le gouvernement d'Éthiopie. Elle coopère avec tout gouvernement africain qui accepte de coopérer avec elle sur des bases gagnant-gagnant. Donc, la politique étrangère de la Russie n'est pas alignée strictement sur toutes les aspirations populaires. Elle est alignée sur les intérêts vitaux russes. Et l'avantage que nous avons avec la diplomatie russe, c'est qu'elle ne ment pas. Comme la diplomatie française. Elle ne ment pas, la diplomatie russe. Ils disent, nous ferons avec vous tout ce qui est compatible avec nos intérêts. Pour ce qui est du duel politique interne à vos pays, débrouillez-vous pour mobiliser par tous les moyens que vous pouvez, les moyens d'imposer votre point de vue dans votre pays. C'est celui qui détient le pouvoir d'État, c'est avec lui que la Russie négocie. C'est la règle. Donc, l'attitude que vous voyez, le président Poutine adoptée envers le président Faure Gnassingbé du Togo, c'est exactement celle qu'il a envers Biya au Cameroun. Moi, je suis opposant politique au Cameroun. Je vous dis que tant que des Camerounais n'ont pas renversé Biya, Poutine ne change pas sa politique avec Biya. Les accords qu'il a passés avec Biya, là, lui, il les respecte. Tant que Biya les respecte, lui, il les respecte. Ce n'est pas son problème de savoir si nous, opposition camerounaise, on peut ou on ne peut pas. Mais le jour où, au Cameroun, l'opposition camerounaise fait tomber Biya, Poutine sera prêt à négocier les intérêts de la Russie avec ceux qui auront fait tomber Biya. Voilà ce que certains de mes frères dans l'opposition togolaise sont incapables de comprendre. Parce qu'ils sont réfugiés dans une conception, comment je vais dire, complètement aérienne de la politique. Et ils ne se sont pas encore immergés dans le duel géopolitique et géostratégique international et dans ce qu'il a de dur. Voilà pourquoi certains vont se précipiter sur leur page Facebook pour dire « Ah, Poutine soutient la dictature ». Il ne soutient pas la dictature. Il défend les intérêts de la Fédération de Russie. Ce n'est pas le rôle de Poutine de dire si c'est Faure Gnassingbé qui doit diriger le Togo. Et honnêtement, je vous parle là de discussions que moi j'ai eues avec des diplomates. Des hauts diplomates, pour ne dire que cela. Russes. C'est la doctrine russe que je vous explique. Vous voulez un changement dans votre pays, le Cameroun. Battez-vous pour que ce changement ait lieu avec les forces populaires. Si vous réussissez ce changement, si vous réussissez à conquérir les attributs du pouvoir, la Fédération de Russie est prête. Elle est prête à travailler avec vous. C'est Biya
qui aujourd'hui continue de détenir ses attributs. La Fédération de Russie travaille avec lui. Donc il ne faut pas que nous, opposants africains, nous, peuples africains, nous croyons que nous pouvons sous-traiter nos luttes politiques, nos révolutions politiques internes à la Fédération de Russie. Là, on va se tromper. On va aller en désillusion. Il nous faut lutter. Et d'ailleurs, la Russie ne respecte que ceux qui luttent. C'est au fur et à mesure que vous luttez qu'elle vous respecte. Donc, pour revenir à la situation togolaise, la Russie constate l'excellence des relations entre le Togo et l'AES, ce qui favorise le rapprochement avec le Togo. La Russie constate que le Togo a donné son port à l'AES, que le président togolais a refusé de s'aligner sur la posture belligérante de la CEDEAO néocoloniale. Ça, le président russe observe cela. Et dans ces conditions, il engage la coopération. Mais ne pensez pas que le président russe ne connaisse pas l'histoire du régime togolais. Il connaît toute l'histoire de ce régime-là. Ses conseillers l'ont entièrement briefé sur comment le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, comment le président Gnassingbé Eyadema est arrivé au pouvoir en 1967, quelle est l'histoire de la République du Togo, comment, eh bien, le président Sylvanus Olympio a été éliminé. Les Russes, ils connaissent notre histoire. Vous savez, eux, ils ont un institut entièrement consacré à nous étudier, à étudier l'Afrique. Institut d'études africaines et du Moyen-Orient et de l'Asie. Ils ont des gens là-bas qui sont toute la journée en train d'écrire des fiches sur l'Afrique. C'est nous qui ne travaillons pas assez. Parce que de la même façon, nous devons avoir des instituts spécialisés sur l'Europe, spécialisés sur l'Amérique, spécialisés sur l'Asie. Eux, ils les ont. Moi, je suis, depuis 3 ans, régulièrement invité aux travaux de l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout un groupe de chercheurs, pratiquement 300 à 400 chercheurs. Ils les ont mis au travail sur l'Afrique. 300 à 400 chercheurs dans toute la Fédération de Russie. Leur travail, là, c'est de nous étudier, nous. Mais c'est exactement ce que les pays africains doivent faire. Nous devons avoir des équipes spécialisées qui maîtrisent l'Amérique, qui maîtrisent la France, l'Europe, qui maîtrisent la Russie, qui maîtrisent la Chine. Et c'est grâce à cela que nos dirigeants peuvent avoir des conseils éclairés et éclairants et mener des politiques efficaces. Donc, la deuxième raison, ce sont les intérêts vitaux de la Russie qui déterminent, il faut que tout le monde le sache, qui détermine sa politique internationale. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle Poutine est ouvert à l'évolution de la coopération sur les différents points que j'ai soulignés. La troisième raison, c'est que Poutine sait que Emmanuel Macron est à la tête de ses ennemis géopolitiques et géostratégiques. Si le Togo se rapproche davantage de la Fédération de Russie, cela va affaiblir davantage le néocolonialisme français. Et Vladimir Poutine est un très grand joueur d'échecs. Il sait que le pas de Faure Gnassingbé vers lui déséquilibre Macron, déséquilibre les néocolonialistes français qui avaient pris l'habitude de considérer le Togo comme étant tout naturellement leur précaré parce que ce sont eux qui ont imposé le régime du président Eyadema à la tête du Togo. Ça, c'est la vérité historique. Ils ont été les parrains de ce régime depuis sa naissance. N'est-ce pas? Et donc, le pas du président Faure Gnassingbé vers Moscou est vécu à Paris comme une déchirure. Et je voudrais vous lire un article qui illustre ce que je viens de vous dire. Un article, parce qu'il faut savoir que ce pas-là, si Poutine le fait, c'est pour enfoncer encore plus Macron. Et que Macron a, pour ainsi dire, le macabo. Il a désormais le macabo de Faure Gnassingbé, pour utiliser une expression camerounaise. C'est-à-dire que, franchement, quand il a dit que l'ingratitude était une maladie qui ne se transmettait pas naturellement à l'homme, il visait des postures comme celle du président togolais, Faure Gnassingbé. C'est contre ce genre de décision qui littéralement remet en cause le précaré français que Macron le disait. Alors j'ai trouvé un article très intéressant. J'ai trouvé un article très intéressant
qui a été publié sur Le Point, le 19 novembre. Un article très intéressant qui a été publié sur Le Point le 19 novembre et qui relate vraiment l'état d'esprit de la France à l'instant où je vous parle. La colère française. Je veux parler de la colère du gouvernement français. Pourquoi vous comprenez que Poutine fait ça? C'est pour cocotaliser Macron en fait. Poutine sait qu'en ouvrant les bras à Faure Gnassingbé, il fait pleurer Macron. Mais de la même façon, Faure Gnassingbé sait qu'en marchant vers Poutine, il fait pleurer Macron. Parce qu'il estime que le gouvernement français n'a pas été reconnaissant envers le gouvernement togolais. En laissant courir toutes sortes d'affaires contre le gouvernement togolais en France, il a perdu la confiance du gouvernement togolais. Donc Faure Gnassingbé lui aussi dit, si Macron pleure, c'est bien. Il n'a qu'à pleurer. Parce que ça fait un moment que ces gens-là font n'importe quoi de des intérêts du Togo, par exemple, en France. Ils nous trimballent dans tous leurs procès, alors que nous avons pendant très longtemps été leurs bons partenaires, leurs bons compagnons. Il est temps maintenant que Macron en bave un peu. Ils en sont là. Ils en sont là. Et je peux vous dire que les déclarations de Faure Gnassingbé, du côté d'Alassane Dramane Ouattara, ont donné une véritable crise du ticket. Alassane Dramane Ouattara, entendre Faure Gnassingbé remercier Poutine pour avoir protégé la CEDEAO, je peux vous dire qu'Alassane Dramane Ouattara a risqué plusieurs fois la crise cardiaque ces derniers jours. Ah non, 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 non. Là, au téléphone rouge, c'était chaud. Aïe, 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 aïe. Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Le vieux Niamankoudji. Alors, c'est un article qui a été publié dans le quotidien français Le Point, lepoint.fr. Lepoint.fr a publié un article le 19 novembre 2025 à 16h, sous la plume de Delato Foliga. L'article est intitulé « Togo, Russie, le partenariat militaire qui inquiète Paris ». Togo, Russie, le partenariat militaire qui inquiète Paris. Je vais vous donner lecture de cet article. Qui vraiment... Voilà, c'est cet article-ci. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Je vous le mettrai en copie pour ceux qui veulent approfondir. Voici l'article dont je vais vous donner lecture. Celui-ci. Celui-ci, vous pourrez le chercher et le retrouver. Pardon. Voilà, c'est cet article-ci. Je voudrais que tout le monde ait vu l'article. L'article. Il est sur le point.fr. Je pense que vous pouvez le consulter avant qu'il ne mette l'article à acheter. Temps de lecture 5 minutes. En visite à Moscou, donc l'article est intitulé « Togo-Russie, le partenariat militaire qui inquiète Paris ». Face aux menaces terroristes venues du Sahel, le Togo renforce ses liens militaires avec Moscou, alors que l'influence française dans la région recule. C'est clair pour tout le monde, non? En visite à Moscou, le président togolais Faure Gnassingbé rencontre Vladimir Poutine pour finaliser un accord de coopération militaire russo-togolais, signe d'un basculement stratégique de Lomé vers la Russie. Cet accord intervient alors que le Togo fait face à une menace terroriste croissante dans sa partie septentrionale et que la France, partenaire historique, voit son influence sécuritaire reculer dans la région. Les canaux diplomatiques travaillent activement sur le texte déjà élaboré par Lomé et Moscou et entériné en octobre dernier par la Douma d'État, le Parlement russe. L'accord formalise un cadre juridique pour la défense et ouvre la voie à un partenariat élargi incluant la formation militaire, le renseignement, l'assistance technique et médicale ainsi que la participation à des exercices conjoints. Selon Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, leur ambition est d'avoir des partenaires fiables, disposés à une coopération mutuellement avantageuse. Fin de citation. Robert Dussé dit, c'est pour avoir des partenaires fiables, disposés à une coopération mutuellement avantageuse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le partenariat avec la CEDEAO et la France n'était pas assez fiable. C'est parce que le partenariat avec l'OTAN n'était pas assez fiable que le Togo fait ce pas. N'est-ce pas? Pour de nombreux observateurs, ce rapprochement traduit la volonté de Lomé de diversifier ses partenaires face aux défis sécuritaires dans le nord du pays. Citation. La diversification des partenaires constitue une démarche nécessaire. Se procurer des équipements militaires en Russie n'est en rien répréhensible. Le Togo fait face à des menaces concrètes qui exigent à la fois des armements modernes et la formation correspondante. Ça veut dire que l'OTAN, la France, l'Union européenne n'ont pas accepté de fournir l'armée togolaise de manière efficace. Voilà pourquoi le Togo se tourne vers la Russie. Il s'agit d'une accusation incontestable
de l'inefficacité de la coopération antiterroriste avec la France, l'Union européenne et l'OTAN. Parce que c'est tout ce que la France, l'Union européenne et l'OTAN n'ont pas été capables de garantir au Togo, que le Togo s'en va chercher en Russie. Voilà ce qui est dit ici. Lorsqu'un État est confronté à des attaques terroristes, il doit pouvoir disposer des moyens adéquats pour se défendre efficacement. Si ces moyens se trouvent en Russie, le Togo est pleinement en droit de conclure de tels accords. Avant tout, le Togo reste un État souverain. Fin de citation. Souligne Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Vous connaissez l'inénarrable Sogoyou Kegewe. Hein? Il dit, mais écoutez, le Togo s'est tourné vers la France pour avoir des armes lui permettant de se défendre contre le terrorisme. La France n'a pas accepté de les lui vendre. Le Togo s'est tourné vers l'Union européenne pour avoir des armes lui permettant de combattre efficacement les terroristes. L'Union européenne n'a pas accepté de les lui vendre. Le Togo s'est tourné vers l'OTAN pour avoir des armes lui permettant, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'affronter efficacement la menace terroriste. L'OTAN n'a pas accepté de lui vendre. Dans ces conditions, le Togo se retourne vers la Russie parce que la Russie, elle accepte de vendre. Voilà ce que dit l'inénarrable Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Et l'article continue. Le Togo dispose d'un arsenal hétérogène, comprenant également des armes russes, chinoises et israéliennes. Néanmoins, la France reste le principal fournisseur d'armes du pays depuis plusieurs décennies. Bien que Lomé et Paris entretiennent des liens diplomatiques solides depuis 65 ans, le nouvel accord de coopération militaire russo-togolais marque un tournant stratégique majeur. Selon plusieurs observateurs, il serait mal perçu par certains partenaires traditionnels occidentaux, dont la France, qui a longtemps été le principal partenaire militaire du Togo depuis 1963. C'est-à-dire depuis la période de la chute organisée de Sylvanus Olympio. Citation. C'est sous l'administration du président Nicolas Gruniski, entre juin et juillet 63, que le Togo a signé son premier accord de défense avec la France. Il était comparable à ceux conclus avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou le Dahomey, actuel Bénin. Depuis cette période jusqu'en 2014, le Togo a été sous l'influence sécuritaire et militaire française. Fin de citation. Rappelle le docteur Foli Ekwe Gada, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé et géopolitologue. Depuis 2014, le Togo a progressivement diversifié ses partenaires stratégiques, s'ouvrant à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, au détriment de Paris, autrefois partenaire privilégié. Citation. La coopération militaire entre le Togo et la France a connu une dilution. La coopération militaire entre le Togo et la France a connu une dilution de l'influence française avant l'arrivée de la Russie. Fin de citation, souligne le docteur Ekwe. Pour lui, la France a perdu de sa notoriété au Sahel. Citation encore. Les revers subis lors des opérations au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi que le non-fonctionnement des accords bilatéraux ont poussé le Togo à chercher ailleurs. Fin de citation. Donc, le docteur Ekwe nous dit très clairement que c'est parce que la France, du point de vue togolais, n'a pas rempli ses promesses que le Togo est allé chercher ailleurs. La Russie, par l'intermédiaire du groupe paramilitaire Wagner et désormais d'Africa Corps, affilié au ministère russe de la Défense, apparaît comme un partenaire fiable. Vous vous souvenez des mots du ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé-Comla? Il dit que c'est parce que le Togo est à la recherche de partenaires fiables. Et voici que, par la bouche du docteur Ekwe et de ce journaliste, on apprend que, en effet, la Russie apparaît comme un partenaire fiable pour certains régimes africains, peu regardant sur les droits humains et la démocratie. Citation. La Russie inspire davantage confiance car Wagner a démontré sa capacité à mener à bien toute mission militaire sur le continent, mieux que d'autres pays. Observe Oleg Glazunov, professeur associé au département d'analyse politique de l'Université d'économie Plekhanov. Certains analystes interprètent ce rapprochement comme un désamour entre Lomé et Paris, aggravé par des accusations selon lesquelles la métropole entretiendrait des liens particuliers avec certains groupes armés sahéliens. Vous avez entendu? C'est parce que les Togolais savent qu'il y a des relations entre le néocolonialisme français et le terrorisme sahélien que les Togolais, prennent de la distance par rapport à la coopération militaire française. On continue à lire. Dans ce contexte géopolitique où Moscou multiplie des accords militaires en Afrique, Mali, Centrafrique, Cameroun, Angola,
nombreux sont ceux qui estiment que la France doit réévaluer sa stratégie si elle ne veut pas perdre son influence dans les années à venir. Pour autant, des sources sécuritaires togolaises relativisent. Citation. Un officier togolais sous anonymat a dit « Cet accord avec la Russie est avant tout technique. Certes, c'est une évolution pour les deux pays, mais cela ne réduit pas pour autant l'influence sécuritaire de la France au Togo. » Fin de citation. Le point culminant de ce revirement stratégique sera l'adoption de la loi de programmation militaire le 8 décembre 2020. Couvrant la période 2001-2025, elle vise à doter les forces armées togolaises de capacités renforcées pour protéger le territoire, les populations, les institutions. Sur les 5 dernières années, plus de 700 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les différents chantiers prévus afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'armée face aux nouvelles menaces. Cette nouvelle orientation traduit une révision partielle de la politique de défense togolaise et implique une diversification de ses partenaires stratégiques en adéquation avec ses besoins. L'arrivée dans la région ouest africaine des puissances militaires telles que la Russie et la Chine illustre ce changement de cap. Voilà de larges extraits de cet article que je viens de vous citer. Donc on voit très bien que ce rapprochement entre le Togo et la Russie est vécu globalement par la majorité des experts comme un désamour entre le Togo et la France. Maintenant, allons-y à la conclusion de cette intervention et à la réponse à la deuxième question que nous devions affronter. Que va-t-il maintenant se passer? Voici mes observations à propos de ce qui va se passer. Premièrement, j'observe que le Togo, dans le cadre de son multilatéralisme, souhaite garder autant que possible de bonnes relations avec tous les partenaires de tous les bords. Le Togo est membre de la CEDEAO, il est ami de l'AES. D'ailleurs, il y a une alliance politique africaine qui est sous le leadership du Togo, qui s'appelle APA, notamment qui est pilotée par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé-Comlan. C'est une alliance souple et large qui rassemble avec le Togo ou autour du Togo des pays qui appartiennent à des organisations parfois opposées. Donc, première observation, globalement, le Togo essaye de maintenir des relations autant que possible avec tout le monde et d'avoir des relations souples qui lui permettront de tirer son épingle à gauche et à droite. Ça, c'est la première observation. Voilà pourquoi il reste dans la CEDEAO. Voilà pourquoi il coopère encore avec des experts militaires de l'OTAN. De l'autre côté, il est solidaire de l'AES et maintenant il se rapproche de la Fédération de Russie, qui est réputée et déclarée ennemie de l'OTAN par les plus radicaux des va-t-en-guerre de l'OTAN, Macron pour la France, Merz pour l'Allemagne et Charmer pour la Grande-Bretagne, si j'appelle correctement son nom. Alors, deuxième observation, cet équilibrisme diplomatique que le Togo a toujours observé, cet équilibrisme géostratégique, géopolitique que le Togo a toujours observé, prend fin. Selon moi, je dis ce que je pense, avec le pas que le président Faure Gnassingbé vient d'accomplir, cet équilibrisme-là prend fin. Il s'aligne globalement sur les positions de l'AES. Il s'engage à faire venir des experts militaires russes dans son pays, à faire aller des experts militaires togolais en Russie. Ça ne pourra pas tenir dans un contexte de multilatéralisme. Pourquoi? Parce que pour appliquer le partenariat militaire et sécuritaire entre la Russie et le Togo, il va falloir que les officiers russes qui vont venir travailler aux côtés de leurs collègues togolais côtoient les officiers américains, les officiers français qui coopèrent avec les autorités togolaises. Et rien que cette hypothèse-là, elle est intenable. C'est pas possible. Le président centrafricain a essayé cela. Ça n'a pas marché. Ça ne marche nulle part. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez combattre les terroristes et vous demandez à des partenaires comme les Russes d'accepter de combattre les terroristes en bonne entente avec ceux qui sont les parrains des terroristes. Ça ne marchera pas. En fait, vous êtes obligé, si vraiment vous voulez combattre le terrorisme, de fermer les vannes à l'OTAN. Je recommence. C'est pour ça que je dis que là, le président togolais a tranché. Et ce à quoi on va nécessairement assister,
c'est ma troisième observation, c'est le départ progressif de tous les experts militaires de l'OTAN du Togo. Je vous demande d'écrire ça, et puis on va vérifier. Plus va s'intensifier la coopération militaire et sécuritaire entre les forces armées togolaises et les forces armées de la Fédération de Russie, plus vous allez observer le départ à la queue leu des coopérants militaires français, des coopérants militaires de l'OTAN au Togo. Parce que quand les uns entrent, les autres sortent. Je vous demande, je vous mets au défi de me trouver un seul pays où les deux équipes militaires combattent ensemble le terrorisme. Vous me trouvez un seul pays de la Terre où les deux équipes militaires coopèrent ensemble pour combattre le terrorisme. Il n'y en a pas. Donc, à partir du moment où les autorités togolaises savent qu'en effet, derrière les groupes terroristes se trouvent les impérialistes de l'OTAN, le pas qu'elles font vers la Russie consiste à se comporter dans la lutte antiterroriste, exactement comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'où j'ai dit, et je le dis à partir de mon observation, en tant qu'expert, analyste géopolitique et géostratégique, la porte de sortie pour les coopérants militaires de l'OTAN est en train d'être ouverte au Togo. Donc ça, c'est le troisième point que vous allez observer. Quatrième point que vous allez observer. Quatrième observation. Je suis en train de faire mes observations dans l'ordre. Ceux qui m'écoutent sont en train de noter les observations. J'ai dit première observation, multilatéralisme. Le Togo essaye toujours de rester dans « on est avec tout le monde ». Mais ça ne marche pas comme ça, le monde. Dans la lutte antiterroriste, tu ne peux pas t'associer aux terroristes ou aux parrains des terroristes pour combattre les terroristes. Ça ne va pas marcher. Des tragédies vont continuer. Deuxième élément. C'est un pas extrêmement important qui est fait. Donc, vers la coopération avec la Russie. C'est un pas irréversible. Troisième observation, la conséquence de ce pas, c'est le départ des experts militaires de l'OTAN. Ils vont partir par petites grappes. Maintenant, quatrième observation, les experts militaires occidentaux, les néocolonialistes ne partent jamais sans grabuge. Je recommence. Les experts militaires de l'OTAN, là, quand tu commences à leur dire « partez », il faut t'attendre à ce qu'ils te grattent un peu. Et même qu'ils fassent mieux que ça avant de partir. Ils ne partent jamais simplement. En partant, il faut t'attendre à des séismes. Parce qu'ils font tout pour punir celui qu'ils considèrent comme n'ayant pas été reconnaissant envers eux. Macron l'a dit, l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. À partir du moment où la coopération militaire avec la France va devoir prendre fin, puisque les experts militaires français ne seront plus associés aux opérations antiterroristes togolaises, quand ça va s'étendre à l'ensemble des experts militaires des pays de l'OTAN, ah oui, quand ça va s'étendre à eux, vous avez construit un front face à vous. Le même front qu'affrontent aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Togo, doit se préparer à l'affronter. Parce qu'il aura affaire à ce front. Ils ne partent jamais sans avoir dit comme Christian Cambon, président de la commission de défense au Sénat français, le Mali regrettera amèrement de s'être séparé brutalement des forces françaises. Il a dit ça. Et on est dedans. On est dans cette bataille. La dernière bataille de la tentative de coup d'État énergétique, ce n'est rien d'autre que la suite de cette imprécation rageuse de Christian Cambon. C'est la théorie de la punition contre les ingrats infrahumains. La théorie de la punition contre les ingrats infrahumains inventée par Macron. C'est elle qui s'applique contre tout pays africain qui refuse de faire les 4 volontés de l'OTAN et de ses alliés. Mais je ne peux pas conclure cette émission sans montrer que c'est d'autant plus complexe qu'il y a un autre problème. C'est que le processus de réconciliation nationale au Togo est pour le moment à l'arrêt. C'est-à-dire que ces experts otaniens ne manqueront pas de tout faire pour profiter de la fragilité du consensus politique interne togolais pour remuer dans l'après. Parce que vous savez, eux, leur force, c'est diviser pour mieux régner. Ils savent que l'opposition togolaise
eh bien, est dans une situation d'exclusion politique du pouvoir qui est tenu par le régime du président Faure Gnassingbé, et que le pays est politiquement divisé. Donc, n'oubliez pas que les Otaniens, eux, ils adorent des situations comme ça. D'où la seule recommandation, le seul conseil que je puisse donner aux dirigeants togolais, le seul conseil que je puisse donner à l'opposition togolaise, c'est s'il vous plaît, il faut hâter la réconciliation nationale. Il faut hâter le rassemblement des Togolaises et des Togolais autour de la vérité, de la justice, de la solidarité. Il faut tout faire pour mettre en confiance tous ceux qui veulent véritablement participer au développement du Togo. Parce que c'est dans la division de la nation que l'OTAN, que le néocolonialisme français et l'impérial terrorisme prospèrent. Et ça dépend des autorités togolaises actuelles, du président Faure Gnassingbé. Cela dépend du leadership de l'opposition. De trouver un chemin pour construire un état de droit apaisé. Un état de droit qui permette à toutes les Togolaises et à tous les Togolais de ne plus avoir peur de faire de la politique dans leur pays. Tant que cette peur, pour certains, règne, alors même qu'ils sont sincères et qu'ils sont des patriotes et qu'ils ne sont pas des esclaves du néocolonialisme français, tant que cette peur règne, le pays est fragile. Entendra-t-on la voix d'un simple fils adoptif du Togo comme moi? M'écoutera-t-on de part et d'autre? Dieu seul le sait, nos ancêtres seuls le savent. Il faut et il suffit de dire que le pas diplomatique du président togolais vers la Russie est certes un acte tactique pour protéger son pouvoir, mais c'est aussi un acte de courage géopolitique et géostratégique. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que nous faisons des observations critiques sur la panne de la réconciliation politique interne au Togo que nous ne devons pas saluer le courage géopolitique et géostratégique dont il fait preuve. Car, en fait, dans tous les cas, il se met en danger. Le président Faure Gnassingbé, là, ce qu'il est allé faire avec Poutine, il a augmenté la liste de ses ennemis déterminés, avec un couteau entre les dents, et qui, à la première occasion, pour le frapper dans le noir, ne se feront pas prier. Je vous dis que l'état de nervosité dans lequel Alassane Dramane Ouattara se trouve actuellement. Astaghfirullah. Quand Alassane Ouattara a pris connaissance des déclarations du président Faure Gnassingbé à Moscou, mais Alassane Ouattara, mais il a failli s'étouffer avec sa salive. Mais c'est Niamoro, mais il a osé parler au nom du Togo, celui-là. Pardon, il a osé parler au nom de la CEDEAO, la région ouest-africaine. Mais il se prend pour qui, Faure Gnassingbé? On dit, mais patron, calmez-vous. Chou, faut te calmer. Tu risques de faire une crise cardiaque, Chou, attention. Alassane Dramane, mais il ose remercier Poutine, comme Poutine nous a sauvés de quoi? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils sont la digue de qui? Mais ce Faure Gnassingbé, il va avoir affaire à moi. Hein. On se connaît à Abidjan ici en détail. Ah non. Ça, je vais jamais accepter ça. Ouattara s'est précipité sur son téléphone rouge, a appelé le patron. Patron, tu te rends compte de ce qu'il est en train de dire à Moscou, Faure Gnassingbé? Est-ce qu'il sait qu'on l'entend jusqu'à Paris? Est-ce qu'il se rend compte? Il est malade ou quoi? Mais je vous dis, Alassane Ouattara était en transe. Il était en transe. C'est-à-dire que quand tu prends la petite vidéo là, si tu veux énerver Ouattara, tu prends la petite vidéo là, quand il passe, tu mets le volume. Et il entend Faure Gnassingbé en train de féliciter Poutine, de remercier Poutine d'avoir participé à la défense de l'Afrique de l'Ouest, de remercier Poutine au nom du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de remercier Poutine au nom de la CEDEAO. Santa Maria. Je crains même que dans les prochaines heures, la CEDEAO publie un communiqué pour désavouer Faure Gnassingbé. Parce que les néocolonialistes sont tellement en colère. Ils sont en train d'appeler le président de la commission de la CEDEAO. C'est pas possible, vous ne pouvez pas accepter ça. Vous lui avez donné mandat pour aller parler au nom de la CEDEAO. Donc, dans les prochains jours, là, vous allez assister à une tension. Certains des plus grands valets de la France, Afrique et la CEDEAO vont demander au Togo de quitter l'organisation.
Au nom de Dieu, vous allez voir ça. Et oui, vous allez voir. Ça va barder à Bardaï. Mais tous ces événements, le Togo serait capable d'y faire face s'il est rassemblé, s'il est uni et apaisé. Si ceux qui souffrent sont soulagés, si ceux qui sont exclus, eh bien, sont inclus. Si le pays retrouve un chemin d'espérance et d'harmonie, il serait capable d'affronter ces défis en association ferme avec l'Alliance des États du Sahel et dans le cadre du jujutsu géopolitique et géostratégique du monde multipolaire. Hélas, ceci ne dépend pas de moi. Et cela ne dépend pas de la plupart d'entre ceux qui me regardent ici. Cela dépend du peuple togolais. Cela dépend de l'élite politique togolaise. Cette prise de conscience que le pouvoir sert à améliorer le sort des nôtres, quand cette prise de conscience va s'emparer de tous ceux qui sont en capacité de décider dans quelques pays africains que ce soit, nous connaîtrons une révolution salvatrice. Alors, mes chers amis, voilà le programme que je voulais absolument remplir. Voilà l'objectif que je voulais atteindre. Vous permettre de lire dans toute sa portée, eh bien, la démarche diplomatique du président togolais avec les enjeux et les dangers qui sont liés à cette démarche. Quand vous faites un changement de cap géopolitique et géostratégique, assurez-vous, comme Assimi Goïta et son peuple, comme Ibrahim Traoré et son peuple, comme Abdourahmane Tiani et son peuple, que ce peuple est vraiment soudé autour de vous et derrière vous. Parce que autrement, l'ennemi va profiter de vos divisions internes pour vous écraser tous. Voilà le danger que peut courir le Togo aujourd'hui et que courent tous les pays africains qui veulent s'engager dans la révolution de la souveraineté, mais qui sont affaiblis par leurs dissensions politiques internes. Et il faut que nous mûrissions, il faut que nous maturions, il faut que nous élevions nos esprits pour sauver l'Afrique. Nous ne pourrons pas sauver l'Afrique en restant au niveau de nos calculs personnels, de notre profit personnel, de notre intérêt purement personnel. Il nous faut faire acte de transcendance pour libérer l'Afrique. En tout cas, cette visite du président togolais à Moscou marquera l'histoire de la diplomatie non seulement russo-togolaise, mais c'est une étape particulière de ce que j'appelle la victoire de l'Alliance des États du Sahel. La victoire de l'Alliance des États du Sahel n'est pas qu'une victoire politique, ce n'est pas qu'une victoire géostratégique, géopolitique, c'est une victoire morale et spirituelle. Les idées de l'AES s'imposent, car quand c'est vrai, en effet, c'est vrai. Quand c'est vrai, en effet, c'est vrai. C'est pour cela que les idées de l'AES sont en train de triompher. Elles sont en train de triompher, les idées de l'AES. Jean Bikoko Aladin, c'est avec toi que nous avions commencé ce programme et j'aimerais vraiment que nous le continuions avec toi. Nous le concluons avec toi. Je vous remercie, mes chers amis, d'avoir partagé cette émission. Alors, c'est avec plaisir que je donnerai dans la première semaine ou la deuxième semaine, oui, du mois de décembre, une conférence dédicace sur mon maître ouvrage, l'impérial terrorisme à Lomé au Togo. Je serai également l'un des panélistes invités à penser le panafricanisme lors de l'assemblée tournante du congrès panafricain qui se tient à Lomé entre le 8 et le 12 décembre 2025. À tous nos amis qui sont là, c'est avec plaisir que je vais vous dédicacer mon livre L'impérial terrorisme avec l'aimable autorisation des autorités locales. Nous allons
nous efforcer de rendre possible une dédicace de ce livre qui explique les grands enjeux du terrorisme. Si les autorités locales le permettent, tout naturellement. Mais je serais très heureux de revoir notre terre africaine du Togo entre le 8 et le 12 décembre prochain, à l'occasion du congrès panafricain, où plusieurs leaders politiques, plusieurs leaders intellectuels, militants et activistes panafricains viendront donner également leur communication. Le congrès panafricain fait le tour du continent. Et partout où il nous est permis de parler de l'Afrique, de théoriser l'Afrique, nous nous rendrons. Soyez bénis. Appel au caca. Appel au caca, 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 caca. Ah 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 ah. Oh 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 oh. Ça va chauffer, hein? Il ne faut pas rater une occasion de parler à l'Afrique, de parler pour l'Afrique, dans toute la mesure du possible. Merci à celles et ceux qui ont compris la portée de notre analyse géopolitique. Merci à celles et ceux qui froidement prennent le temps de réfléchir et qui ne se laissent pas guider aveuglément par leurs émotions du moment. C'est avec plaisir que je vais dédicacer l'impérial terrorisme à nos amis sur place. Soyez bénis. Soyez bénis. Appel au caca, 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 caca. Appel cacalo. Appel cacalo. Comme on dit chez nous à Cotonou, je salue ma jeune sœur bien-aimée, Emmanuela et Civic Petsou, défenseur du grand peuple africain du Togo. Je salue mes amis, mon avocat intrépide personnel, maître, docteur Alexis Iou, grand-fils du Togo, sois salué. Nous parlons pour le peuple. Nous parlerons pour le peuple africain. Partout. Le panafricanisme, c'est le chemin, c'est la voie de la libération de toute l'Afrique. Anyango Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Donc ceux qui ont déjà leur exemplaire de l'impérial terrorisme, attendez-moi à Lomé, nous nous verrons. On trouvera un jour, une après-midi, pour se rencontrer. Je vous fais une dédicace, on prend une photo, on échange un peu et nous nous séparons autour d'un verre d'eau, par la grâce du Tout-Puissant. Soyez bénis. Georges Coursil. Georges, à ce soir, hein. J'espère que tu as une connexion TikTok, Georges. Tu seras l'un de nos invités pour le symposium de l'Ilipac à 21h. Georges Coursil, Will James Samvele, Deborah Naha, Floris Naha. J'espère que vous avez vos pages TikTok parce que vous êtes nos invités spéciaux lors du symposium l'Ilipac ce soir. Lors du symposium l'Ilipac ce soir à 21h de France. Sur les menaces qui pèsent sur le Cameroun et comment on peut les juguler.
Je compte sur vous. Ce sera sur Afrique des Libertés Top. Le lien sera mis à votre disposition sur Facebook et sur les posts YouTube, de telle façon que vous puissiez nous rejoindre. Mais il faut absolument avoir une page TikTok, je pense, pour suivre le symposium de ce soir. Les menaces qui pèsent sur le Cameroun et le chemin, eh bien, de la libération du Cameroun. Merci mon cher Hanoukou Mekbarou. Si le président a suivi, j'espère qu'il peut tirer parti des quelques conseils mis à la disposition du peuple africain du Togo ici. Car il faut mettre fin à toutes les souffrances inutiles de notre peuple africain. Il est toujours temps d'écouter et de servir la voix du peuple. Anyango Noro Lowo. Amari Madeleine Tanga Nora Yomi. Onoro Lowo. Wemble Bukoko. Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Écoutez, quand je viendrai à Hambourg en Allemagne, on va dédicacer. Il n'y a pas de problème. Quand je viendrai à Hambourg, on va dédicacer. Anyango Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Anyango Noro Lowo. Alors me Gwenduru. Alors me Gwenduru. Alors me Gwenduru. Alors me Gwenduru. Balkissa Assoumi, merci beaucoup. On fera Bruxelles, on fera Bruxelles. Balkissa, on va organiser tous ensemble Bruxelles. La dédicace de Bruxelles. Je finis d'abord autant que possible les dédicaces les plus éloignées. Et ensuite, on va faire le tour d'Europe avec l'impérial terrorisme. Je finis les coins les plus... Au Bénin, c'est quand ce sera possible. Je ferai une dédicace au Bénin quand ce sera possible. Pour le moment, ce n'est pas possible. Je n'ai pas reçu d'invitation à venir donner une conférence dans les conditions qui règnent aujourd'hui au Bénin. Au Togo, cela m'est possible maintenant. Les circonstances, les conditions sont réunies pour y donner ma contribution. Voilà. En tant que ardent défenseur de l'Alliance des États du Sahel, qui est en parfaite entente avec le président du Togo, et il n'y a pas de raison que je ne donne pas ma contribution au congrès panafricain qui se tient au Togo cette année. Chaque chose son temps. Chaque chose son temps. Chaque temps sa chose. Chaque chose son temps. Je pense beaucoup à notre peuple africain dans tout ce que je fais. Je pense beaucoup à notre peuple. Balkissa, je ne suis pas encore allé chez Talon pour le moment. Talon et son homme de main Wadani, je ne pense pas qu'ils aient envie de me voir à Lomé. Pour le moment. Non, il ne faut pas attendre 100 ans. Suri Ledrich, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut rester prudent, comme le dit Amévi Inter, mais il faut se battre. Il faut faire avancer les causes. Il faut faire avancer les causes. Portez-vous bien. La musique s'intitule
Macabo Mamo, le Macabo dans l'huile. Macabo Mamo, Macabo Mamo, M-A-C-A-B-O, M-A-O. Sur YouTube, par Jean Bikoko Aladin. Merci du conseil, cher à mes vies inter. Merci infiniment. Portez-vous bien. À ce soir pour l'émission de Lilipac. Merci. À ce soir. Merci. Portez-vous bien.